On pourrait croire que la planète sauvage appartient aux années 70 parce qu'il y a du jazz psychédélique, des corps bleus, des méditations cosmiques et des humains réduits à l'état d'animaux domestiques. Mais le film est plus bizarre que cela. Il semble venir d'avant le cinéma et d'après l'humanité. Il a quelque chose de rupestre et de spatial à la fois. On dirait une fresque préhistorique rêvée par un laboratoire de biologie marxiste sous acide doux. Le film raconte l'histoire des Hommes, petits êtres humains vivant sur la planète Igam, dominés par les Drax, géants bleus, froids, savants, qui élèvent les humains comme des animaux de compagnie ou les exterminent comme des nuisibles. Terre, un jeune homme, adopté par un enfant Drag, accède au savoir de ses maîtres grâce à une machine éducative. Il fuit, rejoint les hommes sauvages et participe à une révolte qui conduira non pas à la vengeance pure, mais à une forme de coexistence négociée. La grandeur du film tient là. La planète sauvage n'est pas seulement une fable sur l'oppression, c'est une fable sur le regard. Que devient l'homme quand il cesse d'être le centre du monde? Que reste-t-il de notre humanisme quand l'humain est vu comme un parasite, un jouet, une bestiole intelligente mais sale? Lalou et Topor prennent l'humanité par la peau du cou, la posent sur une table d'observation et disent «Regardons ce petit mammifère qui se croit métaphysique». René Laloux n'arrive pas au cinéma d'animation par la grande porte industrielle. Il vient de la peinture, de la sculpture, du dessin et surtout d'une expérience fondatrice, son travail à la clinique psychiatrique de Laborde où il développe des activités artistiques avec les patients. Son premier film professionnel, Les Dents du singe, naît de cette pratique collective. Ce détail est essentiel. Chez Lalou, l'animation n'est pas d'abord un divertissement pour enfants. C'est un moyen de faire surgir des mondes mentaux, des formes déplacées, des logiques dissidentes. Là où Disney organise le vivant autour de la fluidité, de l'identification et du spectacle, Lalou s'intéresse aux images qui boitent, aux corps qui ne veulent pas devenir des personnages sympathiques. Son cinéma n'essaye pas de faire oublier le dessin. Il veut que le dessin reste visible, presque tactile, comme une peau étrangère. Avant La planète des sauvages, Lalou collabore déjà avec Roland Topor sur Les temps morts et les escargots. Deux courts-métrages où l'absurde, la guerre, la mort et le grotesque forment un petit cabinet d'anatomie morale. Criterion, sur son site, rappelle que cette collaboration, Lalou-Topor, précède directement le long-métrage et en annonce le style, la technique et le contenu. La présence de Roland Topor transforme le film en cauchemar élégamment poli. Topor, ce n'est pas le surréalisme de cartes postales avec montre molle et moustache de collectionneur. C'est un imaginaire plus cruel, plus corporel, plus drôle aussi, où chaque créature semble sortie d'une marge de cahier dessinée pendant une réunion interminable sur la fin de l'espèce. Topor est associé au mouvement Panique, formé autour de Fernando Arrabal, Alejandro Jodorowsky et lui-même dans les années 60. Mouvement post-surréaliste, provocateur, anti-bourgeois, nourri par l'humour noir et la violence symbolique. C'est très important pour comprendre La planète sauvage. Le film n'est pas seulement beau, il est beau de travers. Les Drax ont des yeux rouges trop fixes, des oreilles palmées, des visages de statues aquatiques. Les plantes ressemblent à des organes, les animaux à des erreurs de classification, les paysages à des planches anatomiques contaminés par un rêve colonial. Tout est calme, mais tout menace. Le film ne crie jamais, il infuse. La fabrication du film est en elle-même un roman de science-fiction bureaucratique. La planète sauvage est produit avec les studios d'animation de Prague, notamment le studio Jiří Strinka. Criterion, toujours sur son site, souligne que la Tchécoslovaquie possédait alors une tradition d'animation très forte, avec des figures comme Jiří Strinka, Karel Zeman ou Jan Swanmaker. Tandis que la France n'avait presque pas d'infrastructure pour produire un long métrage d'animation adulte de ce type. La production est lancée dans un contexte très particulier. Le contrat avec le studio Jiří Trinka est signé en 67, juste avant l'écrasement du printemps de Prague par l'invasion soviétique en 68. Cette invasion menace le projet qui ne reprend qu'en 69 avant de prendre encore plusieurs années. Cette histoire de production rejaillit sur le film La planète sauvage, parle de domination, parce que celui-ci parle de domination, de contrôle, de normalisation, d'une espèce qui se croit supérieure parce qu'elle a organisé le monde à son profit. Difficile de ne pas entendre, sous les dragues, les échos de la bureaucratie totalitaire, du colonialisme, de la rationalité froide, mais aussi de toutes les sociétés capables d'écraser ce qu'elles ne reconnaissent pas comme pleinement vivant.
Le dispositif narratif est simple, presque enfantin. Des géants dominent des petits. On pense évidemment à Gulliver, mais aussi à La planète des singes, autre grande fable française détournée par le cinéma international, puisque le roman de Pierre Boulle précède son adaptation hollywoodienne. On rapproche d'ailleurs Hobbes en série de Stéphane Wool de cette famille de récits français de science-fiction dystopique sur les mondes alternatifs. Mais Lalou et Topor déplacent la question. Dans la planète des singes, l'humain découvre avec horreur qu'il n'est plus le maître. Dans la planète sauvage, cette découverte est déjà faite, l'humanité est déjà déclassée. Le film commence après l'humiliation métaphysique. Les hommes ne tombent pas de leur piédestal, ils naissent au ras du sol. Le mot homme est évidemment central, il s'entend comme homme. Les humains sont réduits à une abréviation phonétique, presque à une espèce de bruit. C'est très topor. L'humanité devient un jeu de mots zoologiques. On rappelle que cette dimension du terme phonétiquement indiscutable, distinguible du mot français homme. Le film suit alors une trajectoire classique de libération. Domestication, apprentissage, fuite, communauté clandestine, acquisition du savoir, révolte, négociation. Mais ce schéma révolutionnaire est filmé sans lyrisme héroïque. Pas de grands insurgés musclés, pas de barricades romantiques, pas de marseillaise intergalactique. Les hommes sont petits, vulnérables, parfois brutaux entre eux. La résistance n'est pas pure, elle est nécessaire. La grande idée visuelle du film, c'est l'échelle. Les drags sont immenses, les hommes minuscules. Mais cette différence de taille n'est pas seulement spectaculaire, elle devient politique. Être petit dans la planète sauvage n'est pas seulement être faible, c'est être invisible moralement. Les drags ne sont pas forcément sadiques. Pire, ils sont souvent indifférents. Ils peuvent aimer un homme comme on aime un animal de compagnie, puis accepter l'extermination des hommes sauvages avec la sérénité de quelqu'un qui valide une opération sanitaire. Le film est très fort parce qu'il ne réduit pas l'oppression à la haine. Il montre quelque chose de plus glaçant, la domination bien élevée. Les drags sont cultivés, méditatifs, technologiquement avancés. Ils ont atteint une forme supérieure de connaissance. Mais cette connaissance n'a pas produit d'empathie. Voilà le venin philosophique du film. Une civilisation peut être avancée sans être morale. C'est là que La planète sauvage rejoint les grandes dystopies du XXe siècle. Pas seulement 1984 ou Le meilleur des mondes, mais aussi Métropolis de Fritz Lang. Une société verticale, hiérarchisée, où la beauté architecturale masque une violence d'organisation. Sauf que chez Lang, les classes sociales occupent des niveaux. Chez Lalou, elles occupent des tailles différentes. L'injustice devient anatomique. Techniquement, le film utilise l'animation de papier découpé, à partir des dessins de Topor. Les sources spécialisées insistent sur cette animation découpée, sur l'aspect froidement surréaliste des images et sur leur caractère immédiatement reconnaissable. Ce qui frappe, c'est que le film ne cherche pas la fluidité. Les corps glissent, pivotent, se déplacent avec une raideur cérémonielle. On est loin de la grande tradition disneyienne où l'animation veut imiter la vie en l'arrondissant, en la rendant élastique, musicale, émotionnellement disponible. Ici, l'animation ressemble à une manipulation. Les personnages ont l'air déplacés par des forces invisibles comme des spécimens dans un théâtre d'expérimentation. Cette relative fixité donne au film sa puissance. Chaque plan semble composé comme une gravure. La planète sauvage ne veut pas faire réel, il veut faire image. Il appartient davantage à la peinture, à l'illustration et à la bande dessinée européenne, aux livres de sciences naturelles imaginaires qu'aux dessins animés classiques. On note que la composition du film sont souvent fixes, avec peu de mouvements, et que les images fonctionnent d'abord par leur potentiel symbolique et métaphorique. C'est une idée majeure. Le film ne souffre pas de son animation limitée. Il en fait une esthétique. Les drags sont d'autant plus inquiétants qu'ils bougent peu. Leur monde paraît stabilisé, rituel, presque minéral. Les hommes, eux, grouillent, courent, se cachent. Le mouvement appartient aux dominés, l'immobilité appartient aux maîtres. La musique d'Alain Goraguer est l'un des grands miracles du film. Elle n'accompagne pas simplement les images, elle les contamine. On y entend du jazz, du funk, de l'avant-garde, une matière sonore souple et acide, comme si Miles Davis avait été enfermé dans un vivarium spatial avec un synthétiseur inquiet. Senses of Cinema rapproche la partition de Goraguer de l'avant-garde jazz et souligne la manière dont elle complète l'atmosphère surréaliste du film. Entre riffs courts, accords déplacés, jams plus étendus et mélange jazz, funk, blues. La musique donne au film sa respiration paradoxale, à la fois cool et anxiogène. Elle empêche le récit de devenir une simple fable morale. Elle lui donne une sensualité. Les dragues méditent, les hommes fuient, les plantes avalent, les corps se transforment et la musique plane au-dessus de tout cela comme une moquette cosmique qui aurait lu Fanon.
On comprend pourquoi la bande originale a autant fasciné les amateurs de musique samplée. De rares grooves, de psychédélisme, elle est à la fois datée et immortelle. Datée dans ses textures, immortelle dans son étrangeté. Lire La planète sauvage comme une fable anticoloniale est évident. Voilà. Un peuple dominant nomme, classe, domestique, exploite et élimine un peuple dominé. Les hommes n'ont droit à l'existence que lorsqu'ils deviennent utiles, amusants ou menaçants. La reconnaissance arrive tard lorsque les dominés ont acquis un savoir et une puissance de nuisance suffisante pour forcer la négociation. Mais le film est plus riche qu'une allégorie unique. Il parle aussi du racisme, puisque les drags essentialisent les hommes, du spécisme, puisque les humains sont traités comme des animaux, de la lutte des classes, puisque le savoir est monopolisé par les dominants, de l'éducation, puisque l'émancipation commence avec une machine pédagogique volée, de l'écologie, puisque la planète Igam forme un écosystème bizarre où l'humain n'est qu'un organisme parmi d'autres. La beauté du film tient à ce mélange. Il refuse la réduction. Les drags ne sont pas simplement les méchants. Les hommes ne sont pas simplement les gentils. Le film préfère la complexité froide. Pour qu'une paix existe, il faut que les dominants soient forcés de reconnaître que les dominés ne sont pas des choses. L'idée la plus folle du film est sans doute celle de la méditation des drags. Ils accèdent à une forme de transe collective, détachent leur esprit, rejoignent des figures étranges sur un satellite. C'est ici que le film bascule de récit politique vers le mysticisme biologique. Dans le roman de Stéphane Vull, cet élément n'existe pas sous cette forme. Les analyses disponibles rappellent que le film prend des libertés avec le livre, notamment en ajoutant cette méditation des drags et son rôle dans le dénouement. Ce choix est génial parce qu'il rend les drags vulnérables là où ils semblaient les plus supérieurs, dans leur spiritualité. Ils dominent matériellement les hommes, mais leur élévation mentale devient leur point faible. La transcendance chez Lalou et Topor n'est pas une sortie du politique, elle est encore un territoire stratégique. Et voilà le film qui devient presque un anti-2001 l'Odyssée de l'espace. Chez Kubrick, l'intelligence supérieure est un mystère vertical, un appel vers l'au-delà de l'humain. Chez Lalou, l'intelligence supérieure peut être bureaucratique, cruelle, distraite. Le cosmos ne garantit aucune sagesse. On peut méditer très haut et écraser très bas. La planète sauvage dialogue avec plusieurs familles de cinéma. Avec Buñuel, il partage le goût du rêve sec, de l'absurde présenté sans clignotant. Rien n'est expliqué comme bizarre. Le bizarre est la règle du monde. Avec Jodorowsky, surtout celui de la montagne sacrée, sorti la même année en 73, il partage le goût des rituels, des corps symboles, du cosmique carnavalesque. Mais Lalou est moins flamboyant, moins gourou baroque. Il est plus froid, plus entomologique. Avec Jan Svankmajer, il partage la tradition tchèque d'une animation tactile, inquiétante, antinaturaliste. Mais là où Svankmajer ira vers la matière, la nourriture, les objets qui grincent et mâchent, Lalou reste dans la fresque mentale. Avec Cronenberg, surtout celui de Chromosome 3, Vidéodrome ou La Mouche, le film partage une intuition, le corps est politique. Être dominé, ce n'est pas seulement être exploité, c'est être redéfini comme un organisme inférieur. Avec Miyazaki, le lien est plus indirect mais fécond. Nausicaa de la vallée du vent reprendra dans une autre grammaire l'idée d'un monde où l'humain doit renoncer à sa centralité et négocier avec le vivant. Sauf que Miyazaki cherche une éthique de l'harmonie quand Lalou observe une écologie de la prédation. Le film arrive dans un moment où l'animation occidentale est encore largement associée à l'enfance, au gag ou au conte familial. La planète sauvage fait figure d'anomalie adulte, non parce qu'il serait sexuel ou violent de manière frontale, mais parce qu'il pense en adulte. Il n'explique pas tout, il ne rassure pas, il ne transforme pas l'oppression en aventure confortable. Criterion insiste sur le caractère singulier d'un film conçu par Topor et réalisé à Prague, immédiatement reconnaissable à presque n'importe quel arrêt sur image, et le situe dans une constellation de grandes visions de science-fiction comme Metropolis, 2001, Blade Runner, Dune, Akira ou le cinquième élément, avec cette différence savoureuse que plusieurs de ces films sont postérieurs et beaucoup plus coûteux. C'est là que le film devient immense. Il prouve qu'une vision de science-fiction n'a pas besoin d'effets spéciaux monumentaux. Elle a besoin d'une cohérence plastique. La planète sauvage est pauvre en moyens comparée aux mastodontes du genre, mais riche en monde. Chaque plante, chaque animal, chaque architecture semble appartenir au même cauchemar biologique. Lalou poursuivra cette voie avec Les Maîtres du Temps en 82, dessiné avec Mobius, puis Gandhar en 87 avec Philippe Cazat. La DRC présente d'ailleurs ces trois longs métrages comme une trilogie Lalou restaurée et rappelle le rôle de Topor, Mobius et Cazat dans ces univers graphiques successifs.
Cette suite est passionnante. Lalou semble avoir compris que son cinéma dépendait de rencontres avec de grands dessinateurs. Topor donne le cauchemar organique. Mobius donnera la ligne claire métaphysique. Casa donnera une science-fiction plus pulpeuse, plus charnelle, presque mythologique. Mais la planète sauvage reste le plus parfait des trois, peut-être parce qu'il est le plus simple et le plus venimeux. Il tient dans une image, un géant bleu tient un humain dans sa main, tout est là. L'histoire du monde, du colonialisme, de l'enfance, de la science, du zoo, du dieu et de la cage. La planète sauvage est un chef-d'œuvre parce qu'il accomplit une opération rare. Il rend l'humanité étrangère à elle-même. Nous avons l'habitude de voir les monstres comme des autres. Lalou et Topor inversent la lunette. Les monstres ici sont peut-être ceux qui dominent, mais les humains deviennent à leur tour des créatures observables, peureuses, violentes, intelligentes, adaptables, proliférantes. Le film n'est pas seulement une fable pacifiste, il est une blessure narcissique en papier découpé. Il nous dit l'homme n'est peut-être pas le sommet de la création, seulement une espèce qui a eu la chance, sur sa planète d'origine, d'être du bon côté de la taille. Et c'est pour cela que la planète sauvage vieillit si bien. Son animation limitée n'a pas pris une ride parce qu'elle n'a jamais cherché à paraître moderne. Sa science-fiction reste puissante parce qu'elle ne dépend pas de la technologie mais de l'allégorie. Son étrangeté demeure parce qu'elle ne ressemble pas à une mode mais à une fièvre. À la fin, les hommes et les dragues trouvent une paix fragile, pas une réconciliation sucrée, pas une chanson de fin avec petit cœur bleu et mammifère miniature, une paix politique, une paix obtenue parce que les dominés sont devenus impossibles à ignorer. C'est peut-être la morale la plus dure et la plus lucide du film. Dans l'histoire des civilisations, la dignité n'est presque jamais offerte. Elle se conquiert parfois avec du savoir volé, des fusées bricolées et une sacrée dose de rage microscopique.